Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, un épisode spécial parce que j'ai en physique 4 personnes dont un invité mystère aujourd'hui. Donc comment va se passer ce podcast? Je vais vous l'expliquer, donc on va distribuer les paroles. On va commencer peut-être par Alexandre. En fait, je vous explique en amont, on a préparé quelques questions chacun. Et donc là, on va se les poser, on va y répondre de manière spontanée, donc ce n'est pas préparé. Et je donne la parole à Alex. Peut-être présente-toi avant, et puis enchaîne avec ta question. D'accord, merci à toi Marco de me recevoir ici sur Lift Talk. C'est le deuxième podcast qu'on fait ensemble, et cette fois-ci en version physique. Donc pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis coach de calisthénie et streetlifting depuis plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, Alexandre 012 Workout sur les réseaux. Et voilà, pratiquant, athlète, coach de calisthénie et de streetlifting. Donc un peu de la version hybride des deux disciplines. On commence directement par les questions et puis vous allez vous présenter aussi à votre tour. Oui, t'inquiète, on va faire ça de manière dynamique. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire par ordre. Du coup, première question, on va essayer d'aller directement dans un aspect un peu pratico-pratique. Donc, Étienne qui est kiné, j'aimerais savoir un exercice ou plusieurs de réhab que presque tous les pratiquants de streetlifting ou calisthénie devraient inclure dans leur programmation de préhab, et si tu es aussi pour la préhab justement. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pas mal. Ouais, très intéressant. La préhab, absolument pour. Vaut mieux traiter le problème à sa source et avant qu'il arrive, que juste attendre que ça vienne, que ça s'installe et que ce soit déjà trop tard. Du coup, pour les exercices principaux, on va décomposer en 4 mouvements. On a en premier le squat. Souvent, ce qui va pêcher, c'est la flexion dorsale de cheville et rotation interne de hanche. Ça, c'est vraiment les deux problématiques principales. Si ces deux articulations font pas le taf, c'est les genoux qui vont prendre. Le genou est rarement, à mes yeux, la cause première des blessures. Donc là-dessus, ça va être surtout du gain de mobilité qu'on va chercher. Donc notamment du travail de flexion dorsale en fin d'amplitude, type contracté relâché, du pulse and raise. Et pour la rotation interne, ça va être déjà être capable d'aller chercher l'étirement et une contraction volontaire derrière, parce qu'on est beaucoup à juste cramper à peine on cherche une rotation interne active, parce que juste on ne sait pas recruter du tout nos fessiers et nos pelvitrocantériens dans cette position-là. Donc pareil, par exemple un pulse and raise de rotation interne en position 90-90, bien exécuté, c'est souvent très mal fait. Pas comme moi, ma chauffe très bien exécutée tout à l'heure. Elle était parfaite. J'ai rien eu à dire. Pour les dips, bosser l'extension d'épaule à fond. Ça, je pense que c'est un des principaux problèmes. Intéressant. En actif, on va se mettre sur le ventre, on va essayer de décoller les coudes au maximum, surtout un setup. Pour le travail de mobilité et de préhab, un setup stable, c'est le plus important. Si on commence à avoir des déperditions de force dans tous les sens, notre travail va être dans le vide. Tu fais pas des squats sur Bosu pour les chevilles, toi? Non, c'est fou. Ça, c'est con, ça. On a des collègues qui sont allés au trampoline park, je pense que leur proprioception elle va être bien améliorée par rapport à nous quand ils vont revenir. Et le ménisque qui va être resté sur place. Pour les tractions, la flexion d'épaule, être capable de lever le bras à 180 degrés. Si forcément tu le lèves là, avec ta charge de 50 kg, ton bras il va se lever, mais tes épaules vont morfler. Donc pareil, du travail de fin d'amplitude avec du pullover, des choses comme ça. On va se concentrer vraiment sur contrôler et gagner en fin d'amplitude. Et les muscle-up, ça reste un mélange de dips et de traction, donc on va retrouver ces deux problématiques. Et là-dessus, les coudes vont prendre beaucoup, mais ça va être surtout gérer la charge d'entraînement, la fréquence, etc. pour que les coudes puissent supporter tout ça. Parce qu'ils sont impliqués dans muscle-up, traction, dips, donc forcément. Puis même le squat avec la position. Et d'ailleurs, là-dessus, moi je vois souvent en fait des gens qui positionnent mal la barre sur le squat et en fait qui chopent du stress inutilement sur les coudes. Et je leur dis toujours, en fait, c'est une erreur de setup, tu dois jamais soutenir la barre. C'est ça. Et c'est une erreur qu'on voit même chez des avancés, parce qu'en fait, ils ont zappé un petit peu ce point technique, et ils chopent des douleurs sur les coudes, et ils pensent à tort
que ça vient des muscle-up, des tractions, alors que ça peut venir du squat. Bien Ils sûr. occultent totalement ça. Qui met beaucoup de stress sur les coudes. Et même, bah, c'est ça la notion que tu as dit, tu vois, de vouloir soutenir le poids. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils comprennent pas qu'il faut se placer de telle sorte à ce que le poids, il repose sur nous. Exactement. Mais j'exagère à peine, mais en gros, il faudrait que je puisse être sans les mains et que le poids, il tienne entre guillemets, quoi. C'est exactement Il ce faut que pas je que... leur dis. voilà, c'est ça. Parce que souvent, il y a une cue qui est donnée, tu vois, qui est donnée et qui est répétée. C'est de venir chercher à baisser les coudes pour les aligner et Ouais, les ça, avoir c'est une pour connerie, bien engager les grands dorsaux. Et ça, c'est une bêtise. J'ai un pote qui fait ça à chaque fois. Et il me dit, j'ai mal au coude, nanana. Et je lui dis, mais je vois comment tu te places à chaque fois, pourquoi tu fais ça? Bah, intentionnellement pour mieux engager les dorsaux. Je dis, mais c'est n'importe quoi, en fait. En termes de ratio coût-bénéfice, même admettons que tu permettes d'avoir plus de tension dans ton grand dorsal, en fait, le stress que ça te cumule sur les coudes et que tu peux pas bencher à côté parce qu'il fait de la FA, eh ben, c'est pas du tout rentable. Et puis en plus, moi, je trouve que d'un point de vue engagement du dos, bah, finalement, c'est bien moins profitable parce que sur le grand dorsal, ça va pas changer grand chose. Et par contre, le fait de venir tirer les coudes un peu vers l'arrière, sur l'engagement trapsu, rhomboïde, etc., ou du dos, quoi, et ben ça te rend beaucoup plus solide, tu vois. Ouais. Et tu délaisses la tension sur les coudes. Ouais, c'est clair, mais en fait, ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi des gens qui confondent ce que tu as évoqué et le fait d'abaisser les omoplates, donc venir travailler avec le trapèze inférieur du coup, et pour faire bloc. Et ces deux trucs, en fait, ils confondent. Sauf que ça n'a rien à voir. En fait, on veut que tu sois compact, que tu aies le corps CORE compact. En gros, un petit peu comme un accordéon que tu viendrais presser comme ça. Et les gens, ils comprennent pas, en fait. Chercher Le à rond rétrécir, dorsal, il a peu d'implication, en réalité. Ouais, c'est peu. Mais c'est cette notion, parce que les gens aussi, ils ont beaucoup cette vision un peu altéro, etc., de vouloir sortir chest out, etc., comme knees out, etc., tous ces conseils qui sont donnés. Knees out, qui au passage peut justement donner pas mal de douleurs au niveau de la hanche, parce que ça force une rota externe et une abduction que tu as besoin quand tu passes sous l'appareil d'avoir une légère rotation interne, justement, pour continuer d'avoir ta flexion. Et c'est le même principe, quoi. Chest out, le problème de chest out, c'est qu'en fait, là, en permanence, la barre qui te glisse dans le dos, et là, du coup, bah, en effet, tu es obligé de devoir la porter avec tes bras, et ça crée une douleur dans les épaules, dans les coudes et tout. Et à nouveau aussi pour les coudes, ce qui pose souvent problème en fonction de la hauteur de barre, si t'as une barre assez basse dans le dos, c'est un manque de rotation au niveau des épaules, rotation externe. Parce que forcément, si t'es limité en rota externe, moi je le sens très bien parce que je me suis fait opérer de l'épaule gauche et ça fait que j'ai perdu beaucoup en rota externe de par l'opération. Et les douleurs que j'ai au coude sont systématiquement au niveau du coude gauche justement, et c'est complètement corrélé. Et dès que je bosse un petit peu, je viens masser un petit peu à l'avant et que je viens bosser un petit peu ma rota externe et que j'en regagne, ça s'évapore complètement, quoi. Donc il y a vraiment des corrélations, bah, comme tu disais tout à l'heure, sur des interactions, ouais, t'as mal au genou, tu bosses à fond tes genoux, tu vois que t'as petit bénéfice, mais c'est pas une folie non plus. En fait, tu bosses les hanches, tu bosses la cheville, et là, c'est la révélation, quoi. Tu te rends compte que le problème, il venait d'ailleurs, quoi. C'est clair. Donc, ouais. Moi, si je peux rebondir sur un point que vous avez dit avec la position des coudes, la tension du dos en squat, une cue aussi que j'aime bien faire, ou un tip, c'est de raquer vers l'avant. Donc on se pose sous le rack, on pousse la barre vers l'avant, et naturellement les coudes vont s'aligner comme on aurait la tendance à le faire, et après bah, ça va permettre déjà de générer de la tension. Donc, c'est un petit... Ça, c'est vrai que c'est un truc que je mets en place parfois, mais ça dépend de comment ton rack est branlé. Et parfois, c'est vrai que tu peux, si le truc il est plus ou moins incliné, ou parfois si t'as des racks un peu légers, Ouais, et tu fais ça et qu'il y a des lourd combos dessus. rack aussi. Et bah c'est ça, je pensais sur des combos rack, si tu viens pousser, parfois ça se pète la gueule. Donc tu peux le faire, mais dans une certaine Pas en mesure. compète, quoi. Voilà, en compète, si tu prends trop l'habitude, Tu tombes en avant. bah c'est ça. À la limite de le faire pour comprendre la notion de placement, mais de pas t'y surhabituer. Genre t'en as le bénéfice, t'as compris qu'il fallait te placer comme ça et que grâce à ça t'as réussi à te placer de cette manière-là. Et après voilà, t'as automatisé le placement. Bon bah arrête de l'obtenir de cette manière-là, mais c'est en effet. Garde les repères. Voilà, c'est ça. Applique-le C'est en effet avec du filming notamment, parce que le filming c'est la clé pour comprendre pourquoi j'ai l'impression de faire ça. Et en fait, bah, pas forcément. Tu peux avoir l'impression que ça look d'une certaine manière, tu mets en place des indications et en fait pas du tout. Carrément. Donc, j'ai bien aimé la réponse à la question, t'as bien résumé. Donc pour les genoux, flexion de cheville, mobilité de hanche, rotation interne et externe de hanche. Donc dips, extension d'épaule, traction, flexion d'épaule en actif. Et donc ouais, c'est vraiment pratico-pratique et je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça dans son programme, même sans avoir eu de soucis au préalable. Ah, c'est carrément. C'est analyser de toute façon les contraintes de la discipline. Ouais. Tu dis je sais pas, sur du bench, les contraintes elles vont être différentes sur des dips. Et en effet, l'extension d'épaule, c'est un truc dont on parle jamais. Parce que les problématiques qu'on retrouve le plus souvent, vu que le street c'est un sport jeune, c'est des problématiques qui sont donc dérivées de la FA, etc. Et c'est vrai que l'extension d'épaule, en FA, on s'en fout, quoi. T'as très peu d'extension d'épaule, à moins que t'aies un bench ultra serré, etc. T'as pas cette contrainte-là, et c'est un truc que personne ne bosse. L'extension d'épaule, personne t'en parle encore, tu vois. Moi, le truc que j'aime bien faire, c'est du curl incliné, tu vois.
curl incliné tout bêtement, si tu baisses un peu le c'est banc, des restes de superphysique. c'est des restes de superphysique, mais si tu baisses un peu le banc, je te jure que tu viens vraiment chercher un stretch qui te mobilise. Et je sens la différence quand je le fais, quand je le fais pas sur les sensations au niveau des épaules. Notamment, parfois, tu sais, t'as le tendon du cheflon, là, t'as l'avant de l'épaule qui peut s'inflammer un peu, que si tu bosses ça pas mal, ça peut être assez efficace là-dessus. Ouais. Ok, on a bien fait le tour de cette question-là. Ouais, peut-être juste pour y revenir à la question, comme tu disais aussi, c'est pour ça que je te demandais si tu étais pour ou pas la préhab, parce que tu es revenu sur la charge d'entraînement aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont ne jurer que par la charge d'entraînement, et qui vont un peu cracher sur la préhab justement en disant que finalement il n'y a pas tellement d'évidence là-dessus, mais je pense qu'être comme on a pu aborder aujourd'hui, les deux variables, il faut savoir les gérer, je pense. Ça me donne une question, attends, parce que c'est intéressant, parce que tu sais, on dit tout le temps, la préhab c'est bien, prévenir que guérir, machin, mais dans les faits, t'as tes exercices de comp, à faire X fois dans la semaine, etc. Ça te prend du temps, la chauffe, tout machin. Tes exercices d'assistance, mais du coup, tu fais ta préhab, mais comment ? Comment tu la mets en place en termes de temps, alors que t'en as déjà quasiment plus, surtout quand t'as pas forcément autant de temps, entre guillemets, que ce qu'on peut avoir nous en tant que coach pour s'entraîner. Comment tu peux la mettre en place pour ça ? Pour moi, ça dépend d'à quelle phase t'es dans ta prépa, si tu prépares une compétition. Au plus t'es loin, au plus t'as du temps à accorder à ça, parce que tu sais que ça va te freiner plus tard si tu te rapproches de la comp. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'inclure en échauffement. Je sais que j'ai ça comme mobilité qui va me manquer. Et ben ça, je vais l'inclure déjà dans l'échauffement en spécifique, qui va se transférer directement à mes exercices après. Si je fais pas de squat, je vais pas travailler ma hanche, on est d'accord ? Mais du coup, tout ça, ce sera activé pour un temps court. On sait qu'avec les étirements et le travail d'amplitude active, on a des bénéfices court terme. Donc le temps de la séance, on les aura, ces bénéfices. En répétant, on va gagner là-dessus petit à petit, mais au moins on sait qu'on est prêt pour le corps de séance. Et si on a du temps après et qu'il faut bosser, une fois qu'on a fait nos exercices principaux, on bosse sur la prépa. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'on court un peu toujours à travers le temps, et je sais qu'en tant que coach, quand on voit les gens qu'on suit, mes séances elles prennent déjà X temps, et quand tu veux leur rajouter un truc, ou quand tu montes en intensité, qu'ils ont besoin de prendre des repos plus longs, et qu'en fait les gens ils ont du mal à caler les trucs, alors que justement quand tu montes en intensité et que tu prends des repos plus longs, donc en effet les séances sont plus longues, c'est là où t'as pas mal besoin de préhab, parce que préhab, réhab même, parce que les douleurs apparaissent un petit peu, mais en même temps tu peux pas la caler, parce que sinon tu peux plus t'entraîner, quoi. Donc c'est vrai que moi typiquement, tout à l'heure on s'est entraîné, il m'a vu clairement faire mes PS and raise de hanches, que je fais à chaque fois avant mes squats, quand je suis bas en intensité sur mes squats, parce que justement ça me permet d'entretenir ma mobilité de hanche, qui est souvent un point vraiment qui m'a posé beaucoup de soucis, et ça me fait gagner du temps, parce que en termes d'échauffement, ça m'échauffe bien, donc ça pourrait être substitué à d'autres exercices, mais à la place je fais cela et ça me convient très bien. Et après, je peux même faire aussi parfois en superset, quand t'as des exos où tu peux prendre des repos un peu longs, je sais pas, tu fais du deadlift, tu fais de la préhab coude, tu vas pas avoir d'interaction, ça va pas créer de fatigue, peut-être sur le grip, mais si tu mets des sangles, c'est pas grave. Et finalement, tu gagnes aussi du temps, et puis tu te sécurises pas mal, quoi. Justement, Étienne, t'as pris pas mal la parole. Est-ce que tu peux te présenter ? On fait les choses, c'est un manga. Ouais, c'est ça. On commence par la fin. Exactement. C'est merveilleux. Au fur et à mesure, japonais. Vous avez des Easter eggs en fait. C'est ton côté japonais. Toi, t'es un samouraï de toute façon. Exactement. Moi, j'y vais, moi, de toute façon. Je peux me présenter. Moi, c'est du coup Étienne, j'ai 26 ans. Je suis diplômé depuis 1 an et demi en kiné. Sur les réseaux, j'essaie de me spécialiser et de poster du contenu en rapport avec le street lifting et la kinésithérapie, la réhab, dans cette discipline en particulier. En parallèle, je travaille du coup au cabinet toute la semaine avec en grande majorité des sportifs, pas que des streetlifters, mais c'est ce que j'essaie de développer. J'essaie de développer petit à petit une expertise là-dedans pour proposer des suivis à distance et en travaillant avec différents coachs de lift trainer pour qu'on fasse une équipe soudée et un service encore meilleur pour les athlètes derrière, quoi. Est-ce que tu avais justement préparé une petite question pour l'un d'entre nous ? Ah oui, monsieur prend des notes. C'est le côté professionnel, tout est préparé. Attendez. Tout est préparé. Les transitions sont encore à bosser, mais tout est préparé, quoi. J'ai préparé des questions qui ne sont pas ciblées à l'un de vous en particulier. Mais ma première question, c'est quelle est la pire erreur que vous ayez faite en tant que coach qui démarre dans sa carrière, en tant que jeune coach qui est lancé sur le terrain? C'est une bonne question à l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est... d'un point de vue entrepreneurial aussi, tu sous-entends, Ouais, parce que t'es lancé, t'as ton diplôme, super. Déjà, en sortant du diplôme, si t'as pas bossé à côté, t'es pas forcément très compétent et qualifié. Et vous, du coup, en vous lançant dans la vie active, c'est quoi
une chose peut-être que pas forcément que vous regrettez, mais que vous avez apprise On depuis, ferait différemment. ouais, que vous feriez différemment. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Parce que Parce qu'on a tout fait bien, en parce fait. que- parce qu'on a des outils. Non mais après tu vois la question que je me dis c'est que comme tu disais tu vois t'as pas coaché avant etc donc t'as pas forcément côtoyé le milieu mais tu sais ça dépend des formations. Moi j'ai fait STAPS donc t'as plus ou moins de stages, toi t'as fait un BP, je sais pas t'as fait quoi toi Alex? J'ai fait comme un STAPS mais en Belgique. Ok, et c'est une licence, ça dure 3 ans C'est aussi. l'université donc 5 ans. 5 ans même, ok. Éducation physique, master, enfin, ouais. Et du coup t'avais des stages et tout? J'avais des stages mais pas dans le milieu de la prépa physique, Ouais. mais directement pendant mes études j'ai eu des jobs dans des salles donc j'ai Donc ça directement permet été déjà sur de le terrain côtoyer. avant de me lancer en ligne. Mais Donc de toute façon c'est ça le principe, c'est que déjà bon bah quand tu peux faire des stages, c'est le principe d'un stage, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience que t'en as en vivant le truc et bon t'as le droit de faire des erreurs on va dire, parce que c'était stagiaire mais c'est vrai que Après, tu me poses une bonne question là. Moi, je pense que je pourrais tourner ta question pour savoir y répondre. C'est-à-dire les erreurs que je vois le plus souvent. Ça, Ouais. par contre, il y a pléthore de réponses à ça. Donc, peut-être c'est se lancer directement dans le en ligne sans passer par Ah oui. le présentiel. Très, Ça, très bien. pour moi, c'est une totale erreur. On en parlait hier soir en off, mais toi, c'est la même chose dans ton Ouais. domaine d'activité. On apprend énormément sur le terrain, on perfectionne notre pédagogie, notre façon d'amener les choses, d'apprendre les choses aux gens, et je trouve que c'est indispensable pour ensuite le transposer à du distanciel. Donc pour moi, ça c'est l'une des plus grosses erreurs que je vois. Avant même ça, c'est le fait de se former tout simplement. C'est-à-dire que si demain vous voulez être coach, bah moi je vous encourage vraiment à vous former pour déjà avoir des bases. Parce que bah, quand on se lance comme ça sans rien, parce qu'on a juste des perfs, bah, c'est va un petit peu bancal quand même. Mais du coup alors se former c'est bien mais tu te formes auprès de quoi? Il y a des organismes publics, il y a bah, du coup toi le STAPS, t'as fait, moi c'est un BP donc c'est des organismes privés, vous avez le CQP maintenant qui est une formation un petit peu plus courte et condensée, et puis vous avez des formations aussi privées qui valent le coup et qui sont toujours mieux que de rien faire C'est sûr. et qui apportent aussi énormément de valeur. Il y a de noms comme ça, je connais Bayesian, il y a la formation de Nassim aussi qui doit apporter sûrement des trucs hyper intéressants. Et en gros, investir sur vous, parce que vous demandez aux gens qu'ils investissent sur eux, mais si vous-même vous l'avez jamais fait, il y a un petit problème, quoi. Il y a un problème Voilà. de cohérence, ça c'est sûr. Ouais. Bah moi, en ayant réfléchi, ça m'est venu quelques idées, mais bon, c'est en gros, moi, ce que je trouve que j'ai pu faire comme erreur, parce que tu as parlé de coaching en ligne, ça m'y a fait penser, c'est, on va dire, un manque d'organisation pour être efficace, passer trop de temps par coacher. Après, tu es obligé de passer par là, parce que forcément, quand tu débutes quelque chose, tu passes forcément plus de temps qu'après quand tu le maîtrises mieux, parce que quand c'est automatisé, bah, les process vont plus vite, etc. Mais c'est vrai que bah, j'ai pu passer pour des gens en ligne beaucoup trop de temps par semaine pour pas forcément plus de valeur ajoutée. Et le problème c'est que quand tu t'habitues à travailler d'une certaine manière, et ben t'as l'impression qu'il y a que de cette manière-là que tu peux bosser et que si tu fais autrement, bah tu vas avoir un truc qui sera moins qualitatif. Et après il y a toujours un peu ce côté syndrome de l'imposteur, ça on en parlait un petit peu aussi. C'est un truc dont on est forcément touché quand on est auto-entrepreneur, on price nous-mêmes nos trucs, nos prestations. Donc on a toujours envie de, surtout quand on débute, pricer un peu moins parce qu'on se dit bah d'une on débute, on a moins d'expérience et bah peut-être que ce que je fais comme performance vaut moins sur le marché que ceux qui sont installés depuis plus longtemps, alors que bah d'une pas forcément. De deux, quand on élabore un prix, bah il faut voir ce qui se fait sur le marché et en fonction de où on a l'impression qu'on se situe par rapport à la moyenne, bah établir son prix par rapport à ça, sachant que je vous conseillerais de ne jamais vous mettre en dessous de la moyenne, parce que par définition la moyenne dans tout milieu confondu est mauvaise. Être moyen, c'est nécessairement être mauvais en quelque sorte. Donc pour le prix, on va dire que ça va retranscrire un petit peu la même chose. Donc faire attention par rapport à ça. Et après voilà, essayer de pas forcément attendre que tout soit parfait en termes de process, etc. pour démarrer, mais vraiment avoir une recherche d'optimisation pour ne pas passer 1000 ans sur les gens. Parce qu'on a l'impression qu'on dit, tu sais, c'est un argument, ouais, pour faire tes retours, ta prog, etc. je mets 2 heures par semaine. On a l'impression que c'est un argument de vente de ouf, je prends grave mon temps pour toi, machin. En fait, c'est juste, t'es pas efficace, quoi. Donc tu peux faire 40 minutes et bosser aussi bien et du coup bah même mieux en quelque sorte et c'est ce genre de choses qu'il faut chercher à tendre sans non plus voilà, faire n'importe quoi parce qu'on veut gagner du temps à tout prix, mais trouver ce compromis là quoi. Ça c'est le truc que c'est une super question parce qu'en vrai on pourrait faire un épisode complet sur ce sujet et j'avais une discussion avec Thibaut que Alex connaît bien
Et justement, on se posait la question, et moi, il y a un truc que j'apprends dans ma formation Live Trainer Global, c'est le but, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux être coach. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, par mimétisme, veulent reproduire ça, c'est la facilité, parce que maintenant, c'est très peu contrôlé, donc il n'y a pas besoin de diplôme, donc voilà, hein, on arrive les mains dans les poches, et puis on se déclare coach du jour au lendemain. Donc c'est savoir pourquoi on fait ça, parce que si vous ne savez pas ça, vous irez nulle part et vous abandonnerez aussi rapidement. Donc faut vraiment définir ses objectifs dans ce métier-là, parce que je pense que c'est quand même un métier à vocation comme plein d'autres métiers, et si vous êtes juste intéressé par l'aspect indépendance et financière, essayez de faire autre chose, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner toi comme pourquoi, justement, parce que tu sais, genre le pourquoi qui vient, c'est le mec qui sait pas quoi faire comme taf et il aime le sport. Ouais, c'est ça. En fait maintenant t'as tellement je suis au chômage, voilà. Je vais être coach sportif. Voilà, c'est ça, t'as tellement de facilité en fait à l'accès du métier, vu qu'avec le CQP là c'est vraiment genre l'apogée de ça, tu peux y aller super vite pour devenir coach de manière légale. Et du coup, toi, tu donnerais quoi comme pourquoi parmi justement les gens de la formation, etc. Je trouve que c'est quand même vachement individuel, le pourquoi. Il y a des fois une volonté aussi de s'accomplir en tant qu'humain. Moi, là, par exemple, je parle de moi. C'est de marquer, on va dire, un petit peu le sport à votre échelle, et d'apporter à votre sport et qui se développe, etc. Si vous êtes passionné d'un sport en particulier. Et puis après, ça peut être tout simplement aider les gens à atteindre leur objectif, parce que c'est hyper gratifiant aussi. On a énormément de retours là-dessus. Humainement en tout cas, donc il y a plein d'aspects en fait. C'est un point de vue empathique. Toi t'as galéré, t'as vécu les difficultés, t'avais personne pour t'aider parce que les connaissances sur le milieu étaient pas encore assez approfondies. T'as fait le travail de recherche et du coup tu veux faire bénéficier aux gens le gain de temps que toi t'as pas pu avoir. Quoi. C'est ça. Moi, si je devais rebondir aussi sur une erreur qu'on fait en tant que coach novice. Donc il y avait, comme Victor a dit, avec le pricing. Donc au début même, souvent on recommande à des gens de coacher gratuitement. Mais en fait, on se rend compte que, j'entends autour de moi des coachs qui se lancent, ou même moi je l'ai fait, quand je coachais gratuitement au début, on se rend compte que les gens ils suivent pas leur programmation, ils sont pas impliqués dans le processus. D'où l'intérêt de pricer, et de pricer un peu plus haut pour pouvoir vraiment avoir plus d'engagement des personnes avec lesquelles on travaille. Ensuite, une autre erreur aussi, sur laquelle moi je suis passé particulièrement, c'est de pas spécialement se positionner et attendre que les gens viennent vers nous. Donc on va créer son site web, on aura tout un peu le marketing là-dessus, on va dire voilà, venez, et finalement on se rend compte que si on n'est pas suffisamment proactif, ça va dépendre un peu de l'échelle de l'audience qu'on a, de la notoriété, de la communication qu'on a, mais si on fait pas le taf pour aller vraiment chercher les gens, chercher leurs problèmes, chercher à les aider, ça va être compliqué d'avoir simplement des clients. Et je pense que la plus grosse problématique, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de coachs compétents, et la plus grosse problématique qu'on a, c'est de créer de la clientèle, donc de créer ses clients et de pouvoir coacher finalement. Et puis c'est avec l'expérience, c'est plus on va coacher qu'on va pouvoir améliorer ses skills de coach aussi, quoi. Et si on ne coach pas, finalement c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr, c'est le serpent qui se mord avec eux, et finalement c'est le truc de faire des programmes gratuits ou très peu chers. On a l'impression qu'on fait une fleur aux gens, mais c'est même pas vraiment le cas, quoi. Parce que les gens s'investissent pas, et puisqu'ils ont pas l'impression de justement, ils veulent pas de retour sur investissement puisqu'il n'y a pas eu d'investissement, donc forcément c'est une vraie problématique. C'est terrible, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne d'une certaine manière aussi, quoi. Ok, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie du podcast avec l'invité mystère qui s'était caché. Il était pas loin, juste derrière. Mais qui es-tu ? Je m'appelle Alexis Gabory, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis comme Alex, comme Victor, comme tous les gars qui sont ici en fait, coach et formateur aussi dans la calisthénie, le streetlifting. Je suis un peu comme Alex, j'ai un peu une approche hybride. Donc je suis coach depuis 2018. J'ai passé mon diplôme à Bordeaux et voilà, j'accompagne des personnes en ligne principalement à atteindre des objectifs de calisthénie, des objectifs de streetlifting. Et d'autres choses aussi. Donc voilà. Ok, merci pour ta présentation. Avec plaisir. Eh bien, je vais poser ma question, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de toujours travailler à la DEPS en streetlifting ? Pas évident comme question. Qui veut prendre parole ? Comme vous voulez. Moi, j'ai un peu d'inspi. Je pense que travailler à la DEPS, c'est le minimum prérequis, on va dire.
Mais si vous pouvez, moi j'aurais tendance à conseiller de travailler même plus qu'à la depth et d'aller plus loin dans l'amplitude, d'essayer toujours d'avoir des amplitudes full ROM, donc essayer d'avoir les plus gros étirements possibles au niveau des groupes musculaires que vous allez solliciter pour différentes choses, mais principalement d'un point de vue adaptation que vous allez recevoir en termes d'hypertrophie et adaptation aussi d'un point de vue tendineux. Parce que si on s'habitue de toujours être juste à la limite de l'amplitude nécessaire, le jour où vous allez concourir en compétition, peut-être que avec le stress, avec le changement de matériel, etc., vous allez simplement descendre un petit peu moins bas que habituellement dans vos entraînements où vous auriez habituellement été rep. Et là, hop, un juge un peu plus sévère, une circonstance qui change un petit peu et vous allez plus être rep. Donc c'est toujours bien de sécuriser, on va dire, et d'être toujours un petit peu plus large en termes d'amplitude, aussi pour ce point de vue d'être validé plus facilement en compétition. Donc moi j'aurais tendance à dire encore une fois, plus on est loin de l'échéance, plus on va travailler sur des amplitudes grandes et plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va être au standard de compétition pour se familiariser. Évidemment, ça dépend de la différence d'amplitude. La veille de votre compétition, vous n'allez pas faire des squats ATG, mais en tout cas, essayez de se rapprocher justement des exigences de la compétition au fur et à mesure que celle-ci se rapproche. Je pense que c'est une bonne chose à mettre en place. Et en contrepartie, plus vous en êtes loin, essayez d'avoir plus d'amplitude pour avoir plus d'adaptation en hypertrophie et d'un point de vue tendineux également. Je te pose cette question, t'imagines bien, il y a deux raisons. C'est la première qu'on voit de plus en plus d'athlètes hors saison, en tout cas hors phase préparatoire, même pendant en vrai, ne pas être à la depth, que ce soit en power et en street lifting. Et puis aussi des gens par exemple qui ne pourraient pas avoir les standards en permanence et qui seraient obligés de diminuer cette amplitude de mouvement. C'est deux choses qu'on voit maintenant assez régulièrement. C'est un moyen de flatter l'ego aussi, de pouvoir soulever plus lourd et de réduire l'amplitude. C'est faire un quart de squat. C'est ça, c'est facile. Tu te dis ouais, j'ai fait un PR à 200 ou à je sais pas, à 120 au dips, mais en vérité, si t'es objectif avec toi-même, t'es pas rep. De toute façon, les commentaires Insta, ils vont te le dire. Ouais, c'est clair. Si tu t'exposes. Après, il peut y avoir quand même des cas où il y a certains athlètes que tu sais que s'ils n'atteignent pas l'adepte, ils en sont capables. Et c'est pas pour autant que leur RPE est à 10 ou voilà, s'il y a une rep sur leur série qui a été pas à l'adepte, ou si tu sais qu'il y a un bloc. Par exemple, aussi il y a des athlètes déjà peut-être un peu avancés, si l'échéance est un peu plus loin, là tu pourrais te permettre d'être un peu plus souple au niveau des standards, je dirais. Si tu sais que tu as travaillé avec lui par le passé et que par exemple parfois son squat est un petit peu discutable, t'es pas sûr, mais tu sais qu'à l'approche de la compétition, tu vas essayer de cleaner ça. Mais tu sais à une échéance un peu plus tardive, et tu sais que l'athlète a pas trop de soucis à corriger ce défaut-là, pourquoi pas de temps en temps aller un peu plus là-dessus, même en dips par exemple. Je pense qu'il y a des athlètes où il n'y a pas vraiment de soucis s'ils sont pas adeptes mais qu'ils sont un poil au-dessus, tu sais que tu n'auras pas trop de problèmes à corriger ça. Mais ça reste quand même des petites exceptions, et de manière générale, je dirais pour la plupart des gens, aller à l'adepte. Et je dirais par exemple chez un débutant, comme tu disais Alexis aussi, essayer d'aller justement chercher un petit peu plus loin, peut-être pour le rendre plus fort sur plus de pistes et voilà, être un peu plus préparé là-dessus. Donc on a parlé un peu des exos de compte. Par contre, pour le renfort, vous me direz si vous êtes d'accord, moi je préconiserais de le bosser en grosse amplitude. Sur un split squat, on va aller chercher un bon étirement des fléchisseurs de hanches. Sur un développé couché ou des choses comme ça, pareil, on va chercher une belle amplitude pour solliciter nos tissus dans justement toute leur amplitude articulaire et qu'on continue de générer des adaptations, puisque le but ici c'est l'hypertrophie, et qu'on ne commence pas à travailler uniquement dans des petites amplitudes, même si du coup on est plus spécifique au mouvement de compétition. Enfin, il nous faut quand même un corps qui bouge en 3D dans toutes les directions, et un corps en bonne santé pour pouvoir performer derrière. Et moi je suis pas totalement d'accord avec toi, Étienne. Pourquoi ? Et oui, vous en doutiez pas. Non, j'avoue. Parce que pour moi en fait ce qui reste le plus important c'est le stress mécanique pour le développement musculaire. Et si tu vas chercher une trop grosse ampli ou t'exagères un petit peu l'ampli, forcément tu pourras mettre moins lourd. Donc
pour moi, en fait, faut doser, bien évidemment. C'est une question de doser. Et donc voilà, je modère un petit peu les trucs par rapport à ça. Et encore aussi une autre fois, il y a des exceptions, comme Alexandre disait tout à l'heure, des cas exceptionnels sur la DEPS. Mais il y a aussi des mecs qui, par exemple, dans des amplitudes trop importantes, vont avoir des douleurs, vont avoir aussi des dégradations techniques trop importantes. Et je considère que sur l'assistance, on peut se permettre de mettre ça un petit peu de côté et de privilégier un petit peu les charges et l'hypertrophie sans pour autant focus à balle l'amplitude de mouvement. Alexis, toi, t'as envie de dire... Ah ouais, j'ai envie de dire plein de trucs. Mais c'est marrant parce qu'il y a un peu deux écoles, tu vois, là-dessus. Moi, je suis plutôt de l'école d'Étienne, du coup. Dans le sens où, souvent, déjà, quand tu vas avoir... encore une fois, d'un point de vue scientifique, les études récentes qui ont été démontrées, elles prouvaient que quand t'avais un plus grand étirement au niveau des fibres musculaires, t'avais par la suite plus d'adaptation. D'ailleurs, il y a un chercheur qui s'appelle Milo Wolf, qui est, je sais plus exactement d'où il est, mais bref, peu importe. Angleterre. Il est d'Angleterre, ouais. Et je crois qu'il vient de Belgique à la base. Et... Ouais, possible, ouais. Et ben, lui, il a fait pas mal de... Encore un Belge. Ah oui, bon, ça compte pour rien, alors. Et ce gars-là, il a fait plein d'études sur le sujet, tu vois, c'est un peu la référence des long length partial en anglophonie. Et du coup, il expliquait que voilà, si on comparait deux types de mouvements, entre un mouvement full ROM et un mouvement exclusivement concentré sur la fin d'amplitude, donc l'amplitude de mouvement où t'as un étirement au niveau des fibres musculaires, il y avait plus d'études qui démontraient des résultats positifs en faveur de l'utilisation d'amplitude partielle en position d'étirement, en comparaison avec le full ROM. Et évidemment, en comparaison avec des amplitudes partielles dans les amplitudes raccourcies, c'était bien inférieur en termes de gain d'hypertrophie. Donc déjà il y a ce point-là, mais il y a aussi le point, comme j'en parlais avant, le point d'adaptation en termes de tissus passifs, les tendons, les ligaments, où là aussi tu vas te permettre de te renforcer. Alors c'est sûr, si t'as des douleurs, c'est peut-être pas le bon truc à faire. Si t'as déjà des inflammations, etc., à droite à gauche, aller tirer sur les tendons et utiliser beaucoup de réflexes myotatiques sur ces zones-là, il va falloir le faire intelligemment, pour le coup réduire la charge. Mais il y a un autre truc aussi qui est intéressant en utilisant justement des plus grandes amplitudes, c'est que tu vas te renforcer dans ces amplitudes spécifiques. Et donc le jour où, pour X ou Y raison, tu vas devoir sortir de ces amplitudes-là, tu vas y être préparé en fait, et tu vas moins risquer de te blesser parce que tu seras capable de gérer ton excentrique, d'accumuler de la tension, de la restituer et de gérer la charge que tu vas imposer à ton corps. Donc d'un point de vue prévention des blessures, dans les cas où tu vas sortir de tes schémas habituels, de tes amplitudes habituelles, ça peut être aussi très intéressant pour être plus résilient et minimiser le risque de blessure. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, ça pourrait aussi aller un peu à l'encontre de la question, faut-il toujours s'entraîner en amplitude complète ? Peut-être qu'en fait, parfois on aurait intérêt à s'entraîner en amplitude partielle seulement longue. Donc par exemple, si on donne un exemple en leg extension, faire que l'amplitude... la première, les 45 premiers degrés d'extension du genou, donc on est en bas de la leg extension, sans forcément faire la fin de l'amplitude pour pouvoir justement profiter un peu de cet effet-là et peut-être passer plus de temps dans la zone qui est peut-être un peu plus stimulante. Maintenant, le risque de faire cette méthode-là, c'est qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul. Parce que c'est encore assez nouveau. Même la mise en place aussi, il faut avoir des repères précis, standard. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi potentiellement la fatigue générée qui serait un peu plus importante sur un bloc, et donc on aurait une variable qui serait un peu peut-être trop fatigante et finalement nous empêcherait peut-être de profiter et d'être frais sur nos lifts principaux. Donc c'est peut-être un petit peu les downsides on va dire de l'amplitude longue, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Je pense que c'est intéressant d'utiliser les deux, tu vois, de pas se mettre dans une box en mode j'utilise que les long length partial ou que les short range, mais d'utiliser les deux justement et d'utiliser les outils en fonction de la situation et du besoin. Typiquement sur une traction, les gens ont souvent, alors moi c'est le cas inverse, mais souvent le cas c'est t'as du mal à finir ta traction et de passer le menton au-dessus de la barre. Là typiquement ça serait intéressant de rajouter du volume sur des short range, donc ou des amplitudes où les muscles sont déjà en position raccourcie, pour accumuler du volume dans la position où t'as plus de difficultés, la position haute où tu passes le menton. Donc là encore ça dépend vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est évidemment à nuancer et ça dépend de la situation en question. Ouais, très bien. Est-ce que Alex, tu veux poser une autre question ?
J'en ai une qui est assez intéressante. On va parler muscle up. C'est quand même un mouvement qui est assez difficile à programmer, je pense. En tant que coach, on est quand même parfois confronté à des difficultés parce que sur papier, on a un peu notre méthodologie et en pratique, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adaptations à faire. Et je voulais savoir quelles sont vos manières de programmer le muscle up. On va dire quelqu'un qui a validé son premier muscle up pour passer à 20 kg. Donc de 0 à 20 kg. Chez quelqu'un débutant, intermédiaire, qui commence à valider son muscle up, c'est quoi un peu la route que vous utiliserez en tant que méthodologie et manière de programmer le lift? Je serais curieux d'avoir votre avis dessus. Qui se lance, qui se mouille? Moi, je peux. C'est quand même complexe comme sujet. Bah, Il y a 1000 réponses possibles. Je dirais que de manière chronologique, au tout départ, faut s'assurer déjà que la technique soit suffisamment acquise et ancrée. Donc peut-être qu'il va y avoir un travail en délesté qui a été fait. Donc même si la transition entre délesté, PDC ou charge additionnelle, ça va pas être exactement la même technique. Va y avoir des adaptations, qu'on va y avoir cette transition, c'est certain. Mais en tout cas, vraiment maîtriser à 100% la technique pour ensuite mettre un petit peu ce travail délesté qui sera toujours intéressant peut-être d'avoir, mais dans une proportion un petit peu moindre. Donc ça, c'est pour moi le premier point, parce que c'est un mouvement qui est extrêmement technique. Et puis au niveau peut-être aussi de la répartition dans la semaine, moi, de mon expérience, je programme 2 fois les muscle-up par semaine. C'est une moyenne globale sur les personnes qui vont permettre à la personne de progresser aussi, de pas se blesser, avoir trop de stress sur les articulations. Au niveau maintenant des formats, je dirais que la part des muscle-up en réalité dans une programmation de street lifting, elle est très faible. Il n'y a pas besoin de beaucoup les travailler en street lifting. Et en plus de ça, la transition, les gains qu'il y aura sur le pull, traction, sera transposable sur les muscle-up assez facilement. Donc déjà aussi toujours les travailler en début de séance, parce qu'on peut voir des fois des programmations farfelues. Pourquoi en début de séance? Parce que c'est un mouvement où il faut être très frais nerveusement, très concentré, très focus. Donc toujours début de séance avec un faible rep range aussi. En street lifting, on réagit très mal sur des hauts rep range, et aussi avec un volume qui est vraiment pas important. Je dirais entre 2 et peut-être 4-5 séries. Là, je donne une grosse moyenne, mais 5 séries, c'est déjà beaucoup. Je dirais entre 2 et 4, on va dire, séries. Voilà, globalement, comment je programmerai. C'est intéressant. Globalement, j'utiliserai les mêmes lignes directrices, on va dire. Sauf peut-être pour une chose. Alors, je dis pas que ton approche, elle fonctionne pas, loin de là. Je pense que, pour l'avoir expérimenté, elle marche aussi... elle marche tout aussi bien. Je pense qu'un truc qui est vraiment intéressant pour le muscle-up, c'est les mômes, parce que ça va vous permettre de réduire énormément la difficulté du mouvement, vu que vous allez avoir des récupérations qui sont incomplètes. Vous allez devoir utiliser une intensité qui est plus faible, et donc d'un point de vue stress articulaire, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir accumuler plus de volume en utilisant la méthode EMOM. Donc moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup, et pour le muscle-up, tout comme pour les mouvements d'haltérophilie, c'est des mouvements explosifs, et c'est des mouvements qui bénéficient, qui sont très, très, très techniques, comme tu l'as dit, et donc où la répétition sera très très importante à partir du moment où on a les bonnes cues et qu'on applique les bonnes intentions derrière. Donc la méthode EMOM, moi j'aime bien l'utiliser pour le muscle-up, parce que justement elle permet ça, elle permet de répéter. C'est particulièrement important pour tous les mouvements, mais d'autant plus pour le muscle-up où il y a vraiment plus de points techniques à mettre en application. Et en plus de ça, comme je disais, voilà, ça permet de réduire le stress et donc potentiellement de prévenir de certaines blessures. Tu disais 2 fois par semaine, je suis assez d'accord avec ça. Après, ça va dépendre aussi du gabarit de la personne. Par exemple, une personne qui est en poids lourd, forcément, elle va prendre beaucoup plus cher au niveau des épaules, des coudes. D'autant plus si c'est lesté, qu'un poids léger ou moyen qui fait 60-70 kg, qui lui va pouvoir encaisser plus de volume, mais aussi potentiellement plus de fréquence d'entraînement dans sa semaine. Donc peut-être que en fonction de votre catégorie de poids, ça va être amené à varier aussi.
en fonction de vos prédispositions aussi. Certains vont pas du tout avoir de problème lors de l'entraînement du muscle-up. D'autres vont y être très sensibles, donc ça va aussi dépendre de plein de facteurs. C'est toujours la même chose à individualiser, mais globalement, ouais, je partirais sur ce style de méthodologie. Et du coup, avant de te donner la parole, Alex, pour revenir sur le MOM, pour moi, ça a utilisé dans des cas précis, mais je pense que de toute façon, le fond de ta réflexion, c'était ça. Enfin, ou pas d'ailleurs. Ça dépend du cas précis. Ouais, mais en tout cas, le MOM, pour moi, il est à utiliser dans des phases plutôt de construction et aussi pour plutôt des débutants. Pour moi, des avancées dans des phases surtout préparatoires, c'est très peu rentable de faire des MOM parce que justement, en fait, certes, il y a des petits volumes d'entraînement en termes de reps, mais en fait, on répète tellement, et vu que sur les avancées, il y a des charges qui sont trop élevées, et même sur un MOM, en fait, ça dépend ce que tu appelles un MOM. C'est quoi un MOM? Ça fait 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, et parce que moi, je fais des fois faire des MOM qui durent 5 minutes, en fait. Bien sûr. Mais pour moi, parce que dans l'esprit collectif, un MOM, c'est plutôt un truc qui dure entre 10-15 minutes, tu vois. Et du coup, pour moi, ouais, pourquoi pas, mais vraiment adapter du coup le format du MOM, tu vois. Ouais. C'est sûr que le MOM, dans tous les cas, moi je l'utilise pour tout parce que je suis sorti de ma phase de compétition. Mais c'est sûr que quelqu'un qui fait de la compétition, il y a rien qui est plus important que la spécificité, et donc c'est pas adapté à quelqu'un qui va faire de la compétition, à part peut-être dans le cas du muscle-up, et encore. À l'approche de la compétition, je m'en détacherai pour utiliser des formats spécifiques de single, doublé, triplé ou des ramp-up sets par exemple, comme Victor a pu me faire expérimenter il y a encore quelques temps. Mais oui, le MOM, ça se prête très bien au muscle-up, mais il faut pas oublier non plus que l'objectif, c'est pas de garder l'élastique ou c'est pas de garder des charges faibles. L'objectif, c'est quand même d'arriver sur le plateau de compétition et d'exprimer votre potentiel au maximum. Et pour ça, le MOM est pas suffisamment effectif, pas suffisamment spécifique. Et si vous travaillez en MOM avec, je dis n'importe quoi, une charge à 10 kg, et donc que votre max serait potentiellement autour des 20 kg, 25 kg, eh bien, si vous avez toujours travaillé en MOM, vous allez pas être prêt et le jour J, parce que avoir une charge de 10 kg au pied et une charge de 20 ou 25, en termes de tirage, en termes de technique, en termes de coordination, ça change aussi pas mal les choses, et il faut être préparé à ces efforts-là. Donc effectivement, c'est une bonne approche d'un point de vue apprentissage moteur et ancrage des points techniques, mais effectivement il faut savoir le transposer et s'en détacher à l'approche d'une compétition. Ouais, dans une phase d'acquisition technique, pour moi le MOM c'est top du top pour les muscle. Ouais. Ok. Donc après, si je devais donner un exemple peut-être un peu plus précis pour le muscle up, donc admettons la personne a un muscle up à 10-15 kg, tu es dans une phase justement où tu as envie d'aller chercher de la performance, mais donc pour revenir à l'aspect technique, tu vas peut-être pas faire que du poids de corps, j'imagine. Il y a peut-être un moment où tu vas faire, comme Alexis disait, des ramp-up. Comment est-ce que tu vas plus ou moins gérer tes ramp-up dans ta semaine? Est-ce que tu vas faire un jour primaire en ramp-up, un jour technique, un jour secondaire, toujours en aspect technique, ou un seul jour semaine? Donc est-ce que vous avez des pistes plus précises là-dessus, ou ça dépendra du cas par cas de nouveau C'est toujours du cas par cas. Moi, ce que j'ai l'habitude de programmer pour les personnes qui ont des objectifs de compétition, c'est souvent un ramp-up avec des incréments très très faibles sur 3 ou 4 ramp-up sur le format principal du coup. Et après ça, souvent, ça va être du travail accessoire sur la deuxième séance, donc avec un peu plus de volume, peut-être des séries de 3, des séries de 4, avec élastique ou avec charge faible. Et généralement avec des RPE plus faibles aussi, où on va monter moins haut en termes de RPE au fur et à mesure de l'avancée du bloc, histoire de garder cet ancrage technique et faire en sorte que la qualité d'exécution se dégrade pas au fur et à mesure du temps, parce que c'est ce qui arrive très très rapidement, même avec des faibles incréments, c'est quelque chose qui arrive. Donc je trouve que c'est important de garder une séance un peu plus faible en RPE pour justement avoir l'opportunité de se concentrer sur sa technique, sur ses placements, sur différentes choses que tu peux pas forcément faire sur tes ramp-up et sur ton format principal, parce que tu vas être focus sur l'intensité, sur l'intention, sur déjà pas mal d'autres choses, étant donné que la difficulté va être plus haute. Donc c'est comme ça que j'aime bien faire, mais après il y a plein de façons de faire. On a justement pas on n'est pas rentré dans le détail sur les variations. C'était peut-être le fond de la question aussi.
c'est que je trouve ça intéressant aussi d'avoir différentes variations durant la semaine, donc plutôt du one shot sur une série et une autre série en dead stop. Je trouve que c'est hyper intéressant et justement les retours qu'on a par rapport à ça sont hyper intéressants aussi. Après il y a forcément des variations qu'on peut faire comme les muscle up no dips pour travailler plus sur la phase de transition. Enfin il y a des choses aussi intéressantes à faire, mais enfin je trouve dommage de faire la même variation toute la semaine sur tout le bloc. Ayez 2 variations, ça sera que bénéfique et il y aura pas de choses négatives à avoir 2 variations. Ben ouais, tu vois, moi j'ai pas la même approche. Alors, j'ai peut-être oublié de préciser un truc. L'approche que j'ai décrite, c'était vraiment un bloc pré-compétition, donc où du coup on est très spécifique. D'où l'intérêt de pas avoir de variation et de rester sur le format qu'on va utiliser en compétition. Mais effectivement, quand t'es un peu plus loin des échéances, là tu peux te permettre de tester différents trucs, de tester déjà différents timings de tirage, différents grips, différentes largeurs de grip. Différentes largeurs de grip, tu peux tester dead stop ou pas dead stop et voir ce qui te correspond le mieux. Mais je trouve que pour le muscle up, contrairement aux autres mouvements, les variations sont moins intéressantes. Ok. Je trouve que t'as plus d'intérêt à faire peut-être pas que du comp, mais en tout cas il y a moins de possibilités, je veux dire, en comparaison avec squat, dips, traction, où tu vas pouvoir faire du posé, du tempo, tu vas pouvoir faire du statodynamique, éventuellement avec élastique si t'es un peu voilà, si tu veux modifier la courbe de résistance, mais avec le muscle up c'est plus limité. Et alors on va creuser encore le truc. Je pense que les variations elles peuvent aussi s'adresser différemment à différents publics, c'est-à-dire que quand on est débutant, peut-être que faire que du comp ça sera moins intéressant, que ça sera peut-être plus intéressant d'avoir du one shot et du comp. Enfin, quand je dis comp, c'est dead stop. Et même, tu vois, alors ça, c'est un sujet qui est différent. Tu parlais peut-être des balanciers, etc. Je sais pas s'il y aura des questions là-dessus après, mais en tout cas, ce qui ressort du terrain, c'est que on voit énormément là en ce moment des mecs qui prônent le quasiment sans élan. Et moi, je suis totalement pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que plus on est débutant, plus on a besoin d'élan. Plus on a avancé, moins on a besoin d'élan. Et les mecs, en fait, te disent, en fait, non, il y a une façon de faire, faites comme moi, faites les muscle-up comme moi et prenez aucun élan. Donc ça aussi, c'est intéressant de comprendre que les variations et la technique que vous allez avoir va évoluer avec votre niveau, en fait. Carrément. Surtout sur le muscle-up, je trouve. Ouais. Plus que sur les autres. Les mecs qui parlent de ça, c'est des mecs qui sont déjà rendus à un niveau très avancé. Exactement. Et c'est vrai que oui, évidemment, je suis d'accord avec toi. Plus t'es débutant, plus tu bénéficieras d'avoir un élan. C'est comme les personnes qui disent, tu vois, qui voudraient avoir le muscle-up direct, strict, perfect form. Malheureusement, ça arrive pas comme ça, et c'est comme sur tous les mouvements. Il y a forcément des défauts techniques que tu perfectionnes avec le temps. Et la première rep que tu vas faire de n'importe quel mouvement, ça sera jamais la plus belle. Donc il faut prendre le temps de corriger différents aspects et de prendre le temps en fait, simplement, tu vois. Et je pense aussi, par exemple, de manière relative, ce genre de personnes, par rapport à leur maxi, si elles soulèvent plus léger en muscle-up, elles auront tendance à prendre plus d'élan que quand elles s'entraînent avec leur maxi. Là, elles vont souvent prendre moins d'élan parce c'est un petit peu ce qui leur va le mieux. Et je pense que de manière relative par rapport à ses propres charges utilisées, donc si on s'approche de notre maxi, peut-être qu'il faudrait se diriger vers moins d'élan, et que justement, si on est dans un bloc un peu plus loin, ou qu'on est dans des charges plus légères par rapport à son maxi à soi, là peut-être utiliser un petit peu plus d'élan pour automatiser la chose et faciliter les répétitions aussi. Les gars, une question sur, vous en avez parlé un petit peu avant, les assistances. Il y a un débat sur les assistances, c'est le degré de spécificité. En gros, pour te faire simple, est-ce que c'est mieux comme assistance de faire du bench classique, on va dire, pour des dips par exemple, du bench en prise large, versus une machine à dips? Tu vois, sur le papier, c'est plus spécifique. Ou par exemple, pour les tractions, pareil, tu vois, un tirage peut-être horizontal en changeant d'angle, versus des tractions à la poulie, tu vois. Qu'est-ce qui, selon vous, serait le plus bénéfique et dont on retirerait le plus de gains et qui serait le plus à mettre en priorité dans une programmation? C'est une question c'est la bouteille à la mer. Moi, je sais répondre parce qu'on en a parlé hier.
Donc, Vous voulez que je commence ? Bah, Ok, bon bah vas-y. t'as révisé. Let's go. Donc pour moi en fait la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui est le plus rentable ? Toujours c'est la question. Faire quelque chose qui s'approche de l'exercice de comp, oui, mais qu'est-ce qu'on en tire ? Donc pour moi en fait ce qu'il faut viser aussi énormément et c'est le but des assistances avant tout, c'est d'avoir du gain musculaire, faire de l'hypertrophie. Et peut-être un exo qui se rapprocherait énormément d'un mouvement de comp serait moins intéressant qu'un autre. Et il y a aussi cette notion d'angle de travail qu'il faut que ça soit le plus rapproché, on va dire, du mouvement de comp. Enfin, vous m'avez compris. Et c'est aussi, encore une fois, ça peut poser souci. Enfin, ça peut ne pas être super intéressant. Et je dirais que des fois, c'est même plus intéressant de travailler dans des angles différents. T'en parlais sur les tirages, donc on fait beaucoup de tirages verticaux. Bah là, faire peut-être du tirage horizontal, travailler sous différents angles. On peut aussi aborder l'entraînement, enfin les assistances comme un moyen aussi de travailler ces différents angles qu'on travaille pas sur les mouvements de comp. Donc pour moi, franchement, pas forcément intéressant. Je dirais peut-être en moyenne, on va dire, moins intéressant d'être trop spécifique dans son insistance que pas assez. Ouais, bah c'est... Vas-y, continue. Moi, je te sentais parti dessus. J'ai l'inspiration. Donc je te rejoins assez bien là-dessus. Donc par exemple, sachant qu'on a déjà plus ou moins maximisé les gains d'hypertrophie, vu qu'on pratique déjà beaucoup d'exercices de compétition avec un certain volume, une certaine intensité, et même si on est dans de la force, on va quand même garder ces adaptations-là dessus. Donc peut-être que justement dans un bloc où on serait fort en force pour garder quand même des fourchettes hautes de répétition, là peut-être que l'assistance dans le même plan serait pertinente. Donc par exemple si on travaille les tractions, je dirais en format moins de 3 répétitions, pourquoi pas supplémenter ça par du lat pull down qui serait peut-être aussi un peu plus objectif, où on pourrait se concentrer un peu plus sur certaines activations versus de la traction, où là on sera vraiment dans l'effort max. Maintenant comme tu disais, je pense que de manière générale c'est plus intéressant d'aller chercher d'autres angles. Donc par exemple sur le dips, plutôt que de faire du développé décliné ou du dips assisté à la machine, peut-être justement aller faire de l'incliné, pour aller peut-être stimuler un peu plus différemment l'épaule qui est pas suffisamment stimulée, ou peut-être le haut de pec si l'incliné travaille réellement, mais pour avoir un angle un petit peu plus différent et s'assurer d'avoir plus d'hypertrophie. Et l'hypertrophie, même si elle est pas sur le pattern exact, elle sera quand même sur le même groupe musculaire et donc sera quand même bénéfique pour soulever plus lourd à terme. Et peut-être aussi qu'il y aura moins d'interférences et donc peut-être plus de place, donc ça nous permettrait de s'entraîner un petit peu plus. Donc sachant qu'on va souvent caper un peu notre capacité de travail sur les exercices de comp, mais peut-être qu'il y aura quand même quelques séries bonus qui ne fatiguera pas trop notre fatigue générale et donc s'assurer une meilleure harmonie et donc plus d'hypertrophie de force quoi. Ouais, carrément. Donc, de manière générale. Bah les trucs les plus importants, comme tu as dit, sur les exos d'assistance, c'est tu vas chercher l'hypertrophie. Donc les deux facteurs les plus importants, je pense, c'est la tension et la stabilité. Si tu fais un truc qui est plus spécifique à ton format comp, mais où tu as beaucoup moins de stabilité, tu vas devoir penser à 1000 trucs supplémentaires, bah tu vas pouvoir appliquer moins de tension et donc t'en retireras moins de gains. Donc je pense aussi que la spécificité sur les assistances, elle est beaucoup moins importante et que au-delà de favoriser la spécificité sur les assistances, on devrait favoriser la stabilité, la tension, l'amplitude et la sensation aussi accessoirement, même si c'est un plus, mais pas forcément obligatoire. Ouais, carrément. Peut-être pour en revenir là-dessus, cibler le groupe musculaire en question. Sachant que sur un exercice de compétition, on va toujours cibler de manière générale l'exercice en lui-même ou le mouvement, tandis que le but de l'assistance sera peut-être d'isoler justement un muscle en particulier. Donc plutôt que de faire des tractions en supination ou en pronation, s'il travaille plus le biceps, faire des curls, et là donc on isolera davantage le biceps et donc la question se pose un peu moins d'être spécifique à ça. Ouais, de toute façon c'est un peu le questionnement à chaque fois de t'entraînes des mouvements ou t'entraînes des muscles, la vision body et la vision force, et en fonction de ça tu vois t'as le point de vue que t'as décrit, mais cette question elle vient un petit peu situer les objectifs d'une assistance, parce que du coup il faut définir pourquoi on fait une assistance. La question c'est est-ce que tu fais une assistance
pour directement être plus fort sur l'exercice de comp. Pour moi, c'est un travail un peu plus long terme de manière indirecte, parce que sinon, en fait, fais plus d'exercices de comp, augmente ton volume sur le comp, et tu auras encore plus les bénéfices que tu recherches en faisant ces assistances-là qui ressemblent à tes exercices de comp. Que normalement, le but des assistances, c'est augmenter la variabilité de mouvement pour diminuer le risque de blessure et augmenter les gains potentiels en hypertrophie. Parce que tu viens cibler d'autres angles, etc., comme vous l'avez décrit, en allant chercher justement des amplitudes différentes sur l'épaule, des stimulations différentes, pour venir travailler la capsule articulaire de manière un peu plus complète et finalement avoir moins de restrictions et moins de potentielles blessures qui surviennent par après, quoi. Donc c'est ça. Même si c'est vrai que sur le court terme, tu peux avoir la sensation de, si tu fais des trucs très spécifiques en termes d'assistance, tu vas gagner en force. Parce que en fait, c'est comme si tu augmentais ton volume de comp, puisque tu fais des trucs qui sont hyper similaires avec le même angle. Et le principe du transfert, c'est que justement, il faut le plus haut degré de spécificité. Mais le problème, c'est que à moyen, long terme, en fait, c'est juste que tu augmentes exactement la même type de sollicitation, et à la fin, ça fait que tu finis par te péter, quoi. Si t'es fort que dans un axe, au bout d'un moment, dès que t'en dévies un petit peu, tu te fais mal. Ouais, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, c'est important de travailler dans différentes trajectoires et pas de se cantonner juste à du tirage vertical ou de la poussée horizontale, et de travailler dans tous les angles pour le jour où tu sors un petit peu de tes gonds, pas que tu sortes de tes gonds, c'est pas la bonne expression, mais vous avez compris, tu sors un petit peu de ta trajectoire habituelle, je veux dire, et tu te pètes pas un truc, quoi. Tiens, ça me fait penser en termes de trucs intéressants à bosser. Est-ce que, parce qu'on parle de plus en plus de travailler la colonne de manière dynamique, avant on disait beaucoup il fallait que ça reste fixe, machin, là on parle de plus en plus de flexion-extension. Est-ce que vous incluez des exercices de flexion-extension dans la programmation et est-ce que vous incluez des exercices par exemple d'inclinaison et ou de rotation? À quel point vous voulez faire bouger la colonne pour prévenir les blessures? Parce qu'on parle pas mal de flexion-extension, mais on parle pas encore tant que ça de rotation, de bosser les obliques, etc. Ça a moins de sens, l'inclinaison, puisque dans les mouvements de street lifting, il n'y a pas de mouvement d'inclinaison, alors que tu as un mouvement de flexion, d'extension. Donc ça a beaucoup plus de sens, enfin, à mes yeux en tout cas, de travailler sur des mouvements de flexion, d'extension, que de travailler sur des mouvements de rotation ou d'inclinaison, que tu vas pas retrouver dans les mouvements de compétition qui sont super stables, super linéaires. Donc la flexion et l'extension, carrément. Mais pour le reste, non, pas particulièrement. En fait, pour moi, il faut toujours se poser la même question. Pourquoi tu fais ça, ouais. Est-ce que tu fais ça juste pour que ça soit stylé ou ça a une utilité? Et l'exercice un petit peu phare et très à la mode, c'est le Jefferson Curl. Et il y a des gros gains après sur la suite. Par exemple, je pense notamment à des élèves qui ont des déficits en mobilité lombaire. Par exemple, sur le squat, ça se voit énormément. Ça leur est énormément bénéfique. Et même sur des gens qui ont une meilleure mobilité, mais tout simplement pour préventif, tu vois, à titre préventif. Mais carrément, je rejoins vachement Alexis. Après, pour faire l'avocat du diable, exactement, l'argument souvent pour bosser un petit peu les obliques, etc., c'est le truc très spécifique, c'est vraiment genre tu raques ou tu déraques une barre au squat et tu cognes un côté et bam, tu pars. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça m'a rien fait. Mais je me dis, tu vois, il y a peut-être un monde. Je suis Il impétable. y a peut-être un monde où tu peux te faire mal de cette manière-là parce que t'es pas préparé justement à la contrainte dans cette trajectoire. Ouais. Et peut-être après, même tu squattes, t'es plus ou moins tordu. Ça arrive de manière systématique. Tu shifts un peu là. Voilà ça. Et du coup, peut-être que si t'étais pas préparé ou même tu cognes une sécu quand t'arrives en bas, ça peut arriver aussi. Et du coup, tu pars sur le côté, etc. Bon. Après, c'est sûr que si on commence à parer tous les cas, si il pleut quand je fais mes muscle-up, le taux d'humidité est supérieur. Non mais, tu vois, donc c'est vrai que c'est souvent, c'est l'argument qui est posé. Ça dépend du temps investi par rapport à ce que tu en récupères. Tu vois. Voilà. C'est sûr que c'est la rentabilité. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu serais qu'Alex veut faire l'avocat du diable avec moi? Après, peut-être un peu plus d'unité motrice au niveau des obliques, par exemple. Peut-être que ça te ferait un meilleur bracing, plus de masse musculaire au niveau de la sangle abdominale, une plus grosse épaisseur, potentiellement un plus gros squat. Donc, et de nouveau, il n'y aura pas d'interférence avec d'autres mouvements. Et c'est vrai qu'on est dans un plan très sagittal et peut-être que ça peut être intéressant d'aller justement explorer d'autres amplitudes, sachant que finalement le coût est faible. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes aussi, à part le temps peut-être. Ouais. Si t'inclus ça mais que ça te fatigue pour d'autres choses, là ça vaut peut-être pas la peine. Mais si tu sais que finalement si tu le fais et que ça sert à rien mais que ça te coûte rien, pourquoi pas l'utiliser? Disons que soit t'as pas de bénéfice, soit t'as pas de malus, on va dire. Non, c'est ça. Ça peut toujours être intéressant, mais à choisir, si j'ai 30 minutes par séance à allouer à quelque chose, je l'allouerai beaucoup plus facilement au développement des quadris, des fessiers, ou à la résilience de la colonne vertébrale, que à ma capacité d'anti-rotation, d'inclinaison, ou des trucs un peu... de toute façon, c'est toujours une question de remarquer tes
tes Ouais, c'est priorités d'une de manière absolue quand t'as pas de problématique, donc dépendant de la discipline. La discipline, il y a telle contrainte, donc bah faut que je sois prêt à faire face à ces contraintes-là. Et après, bah spécifique à moi, je sais que j'ai souvent tendance à me péter sur ce mouvement-là, dans cet axe-là, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on va dire, si vous réfléchissez à faire du travail anti-rotation ou pas, en termes de priorité, c'est peut-être pas l'absolu. Même si je te rejoins sur le fait que pour moi, ça rajoute pas énormément de temps, ça se fait facilement en superset comme on disait tout à l'heure pour les exercices de préhab. Donc bah ça peut vraiment demander 0 temps en plus. Et niveau fatigue induite, pareil, je suis pas sûr que ce soit une dinguerie. Après, moi j'en fais pas. Donc le mec, Attends, qui en fait là? Qui en fait? Est-ce que Moi, t'en- j'en ai- je sentais. C'est le bonnet là. Par période. J'ai dû en faire 3 Les mois de années ma bissextiles. carrière. Attends, non, vraie question à nouveau. Qui travaille les abdos? Qui travaille les abdos? Ouais. Bah, moi, je les travaille tout à chaque séance. Non, mais va te faire foutre. En flexion. Non, mais pas je de fais manière des tractions, spécifique. je fais des tractions. Pas de manière spécifique. Ouais, non, Mais je les travaille Bonne réponse. sur toutes les séances. Ouais, non, mais tu sais que les chin-up, moi, ça me tue les abdos. Ouais. Ça me fatigue Ouais, de ouais, ouf les abdos. bah, parce que- Beaucoup plus que les pull-ups. Ah ouais. Ah, la contrainte, elle est énorme. Je te rejoins à fond. Sur la notion de pas sur partir les en chin-up. les Ok, chin-up d'accord. particulièrement Ouais. par rapport au pull-up. Ouais. C'est un truc de ouf comment ça me gaine et quand je fais des séries un peu longues en Mais posé. Ouais, c'est vrai, quand c'est tu fais plus posé, de volume, ouais, je te C'est ça, beaucoup ouais. plus dur d'avoir un bon gainage et une verticalité sur des chin-up que sur des pull-ups. La- Donc, bah, la t'as contrainte tendance à avec, faire. le plus ouais. en termes de trajectoire. Mais bon, en tout cas, on travaille pas les abdos, mais à nouveau, ne faites pas comme nous. Moi, je pense que ça peut quand même un peu être intéressant de faire des petites relevés de genoux, de jambes. Parce que de nouveau, on parlait des flexions-extensions, et c'est quand même un rôle de flexion. Bien sûr. Et souvent, tu vas remarquer que chez beaucoup de pratiquants, c'est cette tension qui est négligée. Et donc, si tu peux te permettre de le travailler, pourquoi pas à court terme de nouveau. C'est pas le truc qui va t'aider, mais je pense que sur une durée plus ou moins moyenne, longue, ça peut être intéressant et c'est un travail qui va payer tôt ou tard. Bah, typiquement, si t'as du mal, par exemple, avec ton squat, que t'as tendance à t'écraser un petit peu, à fléchir au niveau de la colonne, oui, ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est souvent le cas, donc ça peut potentiellement souvent être intéressant. Mais c'est sûr que, encore une fois, c'est une question de priorité, quoi. T'as peut-être d'autres points faibles principaux à renforcer qui seraient plus intéressants dans ta situation spécifique. Mais pour autant, c'est sûr que renforcer ces extenseurs et ces fléchisseurs du tronc, ça sera que bénéfique d'un point de vue stabilité, neutralité, ta capacité à garder le tronc dans une position neutre. Moi, ce que je trouve le mieux pour réussir à garder son tronc dans une position neutre, pour le squat, c'est le deadlift. Hein. Ouais, c'est vrai que Pour moi, le deadlift, c'est l'exercice où tu as la contrainte maximale là-dessus, donc c'est qui Ouais, t'en as le très meilleur clairement. bénéfice. Après, tu vois, si t'as un squat déjà hyper low bar, bon, tu rajoutes de la contrainte, est-ce que c'est hyper intéressant? Après, tu vois, tu fais du deadlift, mais tu mets pas. ça engendre, quoi. Ouais, mais tu mets, bah après, tu tu fais fais mettre pas lourd, Mais quoi. oui, voilà, il suffit de moduler, de trouver des variations pour réduire la charge. C'est un Total. exercice, je trouve, où on peut profiter vachement de l'exercice sans avoir à monter tant si haut que ça en intensité. Vraiment, moi, je fais beaucoup de pourcentage, je suis entre 60 et 75%. Ouais. Et j'en profite largement, quoi. moi, je trouve que c'est un exercice qui va vraiment bien supplémenter le squat. Et je trouve, si on reparlait aussi du hip shift, c'est un exercice aussi où tu vas pouvoir voir du hip shift et le RDL va pouvoir, par exemple, corriger justement ce hip shift. Même si c'est pas drastique, mais c'est un exercice potentiel qui peut, à lui seul, corriger un peu un hip shift qu'on pourrait voir survenir et qui va pouvoir aussi se transférer sur le squat avec plus de gains de nouveau en termes de transfert sur les groupes musculaires d'extension sur le squat, quoi. Bah, à nouveau d'ailleurs, ça c'est terrible parce que je suis dégoûté parce que Étienne est derrière la caméra et là il méritait vraiment sa place. Mais tout à l'heure c'était moi pour les muscle-up. Donc finalement, bon, je suis désolé Étienne. Mais est-ce que si vous avez justement quelqu'un qui squatte, il se filme de face, il squatte, je vais pas dire non plus, il squatte de face, il est de profil quoi, mais on voit vraiment qu'il y a des asymétries qui sont assez marquées, mais il a pas de douleur. Pas de douleur. Est-ce que vous cherchez à lui faire des correctifs techniques si, admettons, ça n'entraîne aucune problématique d'un point de vue, il garde sa tension, il s'écrase pas, est-ce que il est visuellement vraiment tordu, d'un point de vue justement préhab, vous vous dites il faut le remettre droit? Comment vous voyez le truc? Moi, perso, c'est ce que je ferais de manière préventive parce que peut-être que là, il a aucune douleur et que ça peut se dégrader ensuite. Après aussi, c'est dans quelle mesure Ouais, c'est il est de traviole, on va dire. Ouais. Et j'intégrerais au moins, peut-être pas sur toutes les séances, mais au moins des variations comme le tempo posé pour justement corriger et voir ce que ça
ce que ça donne ensuite. Ok, donc on va clôturer ce podcast et en faisant un tour de table. Victor, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Très classiquement sur Instagram, Victor Scarlatti, vous avez vu normalement. Voilà, c'est simple et pratique. efficace. Il y a un seul réseau, nickel. Alexis. Moi, il y en a 2, YouTube et Instagram, Alexis Gabory. Très facile aussi. Ok, Alexandre. Alexandre 02 Workout, _du-bas, 02 Workout sur Instagram et YouTube aussi. Moi, Lifting Theory sur Instagram et le podcast aussi sur Spotify, YouTube et Apple Podcast, Lifting Theory On Air. Ok, très bien. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et vous êtes là la semaine prochaine, du coup, les gars? Tous les week-ends. Ok. On dort chez Marco. Dans son lit. Donc, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve la semaine pro. À plus tard. Ciao. Ciao.